Bon, repérez-vous un peu. Voilà, comme ça on va voir un petit peu aussi comment on va travailler sur la carto en fonction des gens qui sont répartis. Maintenant, on va juste se séparer là de ce territoire et on va essayer de voir d'un côté les producteurs, à gauche. On va mettre les associatifs là, puisque je vois Benoît, donc je te fais pas bouger. Et en quoi vous considérez que cette initiative, elle fait avancer la question de l'agroécologie? Ça serait plutôt les initiatives qui tournent justement autour de faire évoluer l'attitude des consommateurs. En fait, c'est les collèges. Richard, ouais. Plus bouger. Si on prend cet exemple de la fromagerie de la Durance que Bercy a figuré ici, si on fait l'affiche. Et aux Alpes, ça c'est si on parle de l'échelle territoriale au niveau du lait. Ils sont allés sur place, il y a des Briançonnais qui sont allés sur place. Oui, parce que nous aussi, là, Les visiter. On peut peut-être mettre toutes les associations de ce type. J'ai une vision. L'idée, c'est vraiment de faire émerger sur la grande carte. On peut dire que c'est un peu des brouillons qu'on a fait, on essaie de consolider un petit peu les éléments. D'avoir aussi toujours ce regard, qu'est-ce qui nous paraît vraiment saillant comme initiative ou exemplaire. Sur la distribution et la commercialisation, déjà il y a l'échange paysan, hein, c'est sûr que ça a changé un petit peu l'ambiance du territoire, parce qu'il y a le centre Le Poire, c'est un établissement, c'est une cuisine centrale qui distribue 1000 repas par jour. Et qui donc contractualise aussi avec l'échange paysan, ainsi que l'hôpital. Il y a aussi un centre de soins, Edith Selzer, c'est une fondation qui a des patients, donc une clinique. Il y a la Biocoop qui est quand même, ça fait 30 ans que la Biocoop elle commercialise et elle essaie d'avoir le plus possible de producteurs locaux. Il y a une AMAP aussi qui fonctionne. Ensuite, plus au niveau politique, il y a un certain nombre de communes qui ont des associations foncières pastorales. On est en lien évidemment avec l'abattoir de Guiès qui a changé de gouvernance. Et ça, c'est aussi une réorientation qui a changé beaucoup de choses sur le territoire. Et on est en lien aussi avec l'Italie. Nous, on avait parlé aussi dans le Buège du drive distributeur là, Ouais. qui fait discussion, mais qui est sur la nationale 75. Là. Ouais, mais il faut le marquer, ça. Ouais. Il y a un truc, moi j'y tiens, ce sont les épiceries. Et il y en a une à Serres qui s'est montée et qui fait à la fois de la vente de produits lointains, William Sorin et tout ce qu'on veut, mais aussi du produit bio, local, etc. On aura la même chose à Saint-Firmin. Oui, c'est ce que j'allais dire. À Châteauroux aussi. C'est que du lait de vache, c'est 4 producteurs qui étaient sur des modes d'élevage assez diverses. Il y en a au moins qui est en conversion déjà. Donc ça, en termes de volume, c'est beaucoup plus petit que la fromagerie de la Durance. Mais en termes de révolution, de valorisation du lait dans le Champsor, c'est un progrès considérable. C'est une initiative tout à fait nouvelle. Mais comment ça s'appelle? Fromagerie du Champsor. Sur l'hôpital d'Embrun, juste, ça me paraît important de vous signaler que ce qui est remarquable de mon point de vue, Mais Briançon aussi. c'est qu'il y a une synergie étroite entre Agribio 05 qui a été à l'initiative un peu de cette introduction de produits bio dans la restauration collective des communes de l'Embrunet avec l'hôpital d'Embrun, la foire Genepi qui était évidemment très directement liée, et puis échange paysan désormais. Mais je pensais aussi aux collectivités elles-mêmes. Les collectivités pendant plusieurs années, elles ont mis une contribution financière pour qu'il y ait cette expérimentation d'introduction de produits bio. Du coup, quand vous avez mis la COP bovine en général, c'était sur quels aspects? Qu'est-ce qui était le plus nouveau? Qu'est-ce qui était le plus important dans les mutations sur le sujet de la COP bovine en général? Eh ben, ils sont en train de lancer une charte de qualité pour appuyer une marque qui est déjà plus ou moins en place, qui a du mal à se faire connaître, c'est Pâturable. D'accord. Donc sur de la viande au alpine avec des producteurs qui ont une charte de qualité, quoi. En train de faire les études au cas par cas dans les actes. Donc justement, qui la signe et qui la signe pas, quoi. Okay. Parce que l'idée, c'est pas de faire signer tout le monde, c'est de faire signer une panel de producteurs qui vont jouer le jeu. S'engager sur une démarche. Ouais. Je comprends pas l'esprit. On parlait tout à l'heure de côté innovant.
Mais là, il y avait deux exemples qui sortaient, c'est-à-dire il y a deux charcuteries, on ne sait pas forcément la provenance des porcs. Moi, j'ai juste dit, les porcs, ils viennent de la même origine. Non, mais la question est bonne. Là. C'est savoir si on le met là ou pas. Si c'est des porcs qui viennent de là et qui sont transformés là ou là, on est dans le circuit court. Après, c'est d'où l'intérêt de la dernière question. Est-ce que c'est une initiative qui contribue à la transition agroécologique, c'est-à-dire qu'en termes de pratique, de système de production, est-ce qu'on est dans quelque chose qu'on peut considérer comme étant agroécologique? Là, c'est peut-être une réponse négative. Voilà, parce qu'il faut quand même aller jusqu'au bout. Hein. Voilà. Donc relocalisation ne veut pas dire nécessairement transition agroécologique. Non. Et c'est pour ça que nous, on essaie de coupler les deux. Il y en a, ils ont arraché des pommes et ils ont replanté des cerisiers bio. Donc ça, c'est aussi un... Il y a des choses qui sont pas nécessairement cartographiées. Oui, l'arboriculture étant vraiment, dans les Hautes-Alpes, est vraiment en transformation. Tant sur la production de pommes, là, sur la transformation de passer en bio, changer de gamme variétale, etc., que sur une diversification en allant sur des fruits à noyaux, etc. Donc ça, je trouve que dans un territoire, je ne m'attendais pas du tout à ce que la filière arboriculture ait cette capacité aussi rapide, entre guillemets, et sur des volumes potentiellement conséquents à évoluer. Et après, la responsabilité, elle est là aussi pour eux, un petit peu pour nous, parce qu'on a été questionnés de comment on peut aider les uns les autres à trouver effectivement des marchés qui soient rémunérateurs, pérennes. Voilà, aujourd'hui, nous, on n'a pas cette expérience-là et on n'est pas capable de leur dire on va faire ci ou ça. On peut essayer des choses, mais ça nous interpelle sur comment on les invente, ces nouveaux marchés, où on va les chercher en tout cas. Quand on parle de système alimentaire, on parle bien d'un ensemble d'acteurs. Et du coup, ça amène à la question comment est-ce que, c'est la question qu'on s'est posée avec Rémi plusieurs fois, comment est-ce qu'on fait monter le seuil d'adhésion des élus à une compréhension plus globale et plus complexe d'un système alimentaire et des acteurs du système alimentaire. Et c'est-à-dire que pour relocaliser, c'est pas juste installer un maraîcher, c'est réfléchir vraiment à la globalité du système et aux interactions entre les différents acteurs. Donc, à mon avis, s'il faut cibler quelque chose pour faire bouger quelque chose au niveau politique local, c'est la population de base. Comme tu disais, c'est les parents. On a voulu mettre en place, mais on n'a pas eu le financement, c'est la notion d'éducto. Ah oui. C'est-à-dire, on prend un car rempli d'élus et on les emmène sur une ferme et locale. Et à la fin, on va dans une cuisine. On les enferme. On va dans une cuisine centrale où un cuisinier a cuisiné les produits de la ferme et après il mange à la cantine comme les élèves mangent à la cantine. Après, vous faites des repas, pas uniquement pour la cantine de Risoul, c'est ça? Non, on fait un peu pour 4 écoles du BS3, plus nous. On fait 250 repas jour. Je crois qu'à 80%, on travaille qu'avec du local. Et là, actuellement, on est en train de mettre en place une démarche qui rentre dans le cadre de la Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens. C'est que tout ce qui s'appelle les établissements sociaux et médico-sociaux, donc en gros c'est les EHPAD, les MEX et tout ça, sont en train de réfléchir à justement une part de plus en plus grande des circuits courts dans l'alimentation. Pour nous, le mois de juin, c'est l'un des plus gros mois d'activité commerciale d'échange paysan, parce qu'on a une quinzaine de refuges qui font des stocks montés en hélico de produits qui sont stockables sur une bonne partie de la saison, notamment des produits bio. Et donc, par exemple, c'est une des typologies d'acteurs du tourisme qui est la plus impliquée aujourd'hui sur la valorisation de produits biologiques. Quand j'ai revu un gardien de refuge dans les écrins cet été, il soulignait à quel point, de plus en plus pour eux, ça devient incohérent de ne pas proposer un produit qui soit local ou bio quand on est dans le parc des écrins, quand on est dans le Kéra. Je viens rebondir sur la question de transport. Au travers de notre petite expérience d'échange paysan, donc nous on assure une sorte de passerelle logistique en partant de Gap, en montant jusqu'en haut du Briançonnais, puisqu'on va jusqu'à Névache, jusqu'à Serre-Chevalier, en allant jusqu'à Barcelonnette et en commençant une tournée dans le Buèche, donc à notre échelle, à nous, on essaye de mutualiser une partie du transport en interne avec le camion, l'entrepôt d'échange paysan. Mais ce qui a été déterminant dans l'évolution de la plateforme depuis 4 ans, c'est qu'en plus de ce qu'on a pu faire du coup avec nos petits bras et avec notre petit camion, on a aussi trouvé au travers d'un transporteur national, mais que vous connaissez pour certains, qui s'appelle Steph à Lardier, un opérateur qui était capable de livrer les grosses commandes qu'on ne pouvait pas livrer avec notre petit camion dans n'importe quelle commune du département. De manière complémentaire, je trouve très
très fort de sens, qui est à Guillestre, un transporteur indépendant, dont le rôle est de desservir quotidiennement le Queyras, Vars et Risoul, et que du coup, par ce biais-là, les zones qui sont aussi les plus compliquées d'accès, elles peuvent être réalisées en dernier barreau de transport par un transporteur indépendant. Après, si on a osé aussi penser à ce genre de circuit, c'est parce qu'on avait tous autour de nous des agriculteurs qui descendaient déjà des caissettes de viande qu'il y a à Aix-en-Provence, qu'il y a à Marseille. Donc je veux dire, bien avant Échange Paysan, il y a tout un tas d'initiatives d'agriculteurs individuels qui avaient bien compris que le marché marseillais notamment, ou d'Aix-en-Provence, était extrêmement porteur pour eux et qui démontraient que même à leur échelle, ça valait le coup de descendre cette viande. Donc du coup, je pense que ça nous interroge sur des organisations collectives, sur comment on peut aller plus loin éventuellement dans cette direction-là. De cette journée, c'est plus de paysans. Plus de paysans. C'est l'aménagement du territoire avec un aménagement paysan, c'est-à-dire la présence réelle de paysans sur le territoire qui est en train de disparaître. Il y a une vraie hémorragie, elle continue là, hein, c'est pas fini. Du coup, c'est comment on réinstalle, comment on se réapproprie le foncier. Enfin, derrière tout ça, il y a vraiment ces questions-là et la transmission sur lesquelles, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de leviers, mais je pense que repasser par l'alimentation et par la relocalisation alimentaire, c'est aussi se donner les moyens à un moment donné d'actionner les leviers du foncier et de la réinstallation.